En 2009, 2914 personnes se sont échappées de Corée du Nord. En 2019, seulement 1047. En 2022, ce nombre était tombé à 67 personnes. La Corée du Nord a toujours été le pays le plus difficile à fuir, mais les experts s'accordent aujourd'hui à dire qu'il est presque impossible de s'en échapper. Bon, c'est un sujet trop complexe pour l'évoquer sans avoir pris un bon café. Alors, excusez-moi, mais je vais m'en servir un. Un aimable rappel à ceux qui ont tendance à oublier de laisser un like. Pensez-y. Avant tout, il faut comprendre à quoi ressemblent les frontières de la Corée du Nord et ce que fait le gouvernement pour empêcher les gens de quitter le pays. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, début 2020, les autorités nord-coréennes ont renforcé les clôtures et les postes de garde, instauré des contrôles stricts et mis en place de nouvelles règles. Mais bien sûr, tout a commencé bien plus tôt. Le gouvernement nord-coréen surveille la population depuis des dizaines d'années, mais sous Kim Jong-un, après sa prise de pouvoir en 2011, le contrôle a été renforcé. En particulier à la frontière nord avec la Chine et la Russie, d'où une forte réduction du nombre de gens qui la traversent. Franchir des murs de béton et des clôtures à haute tension est incroyablement difficile. Depuis fin 2021, des rapports non confirmés font état de mines enfouies le long des fleuves Tumen et Yalu pour empêcher les gens de passer en Chine. Plus récemment, des médias liés à la Corée du Nord ont rapporté que les autorités plaçaient des mines le long de la frontière depuis août 2023. Ces mines ont coûté la vie à 6 personnes au cours de la seule année 2023. Mais les mines sont pas le seul problème. La quasi-totalité de la frontière est désormais barrée de clôtures, formant un deuxième et même un troisième mur qui n'existaient pas avant 2019 et qui ont encore été améliorés depuis. Garnison supplémentaire, multiplication des patrouilles, miradors, postes de garde, et partout, des clôtures, des clôtures, des clôtures. Le long des 321 km de frontières des 6 régions étudiées, les observateurs ont compté un total de 743 km de clôture. Certes, ces barbelés étaient déjà là auparavant, mais à l'époque, les gens qui souhaitaient fuir la Corée du Nord pouvaient soudoyer les gardes. Aujourd'hui, des employés de différents services parcourent la frontière pour se surveiller mutuellement et signaler toute situation suspecte. Les gardes ont l'ordre de tirer sur toute personne pénétrant dans la zone interdite et les voitures et les trains ont interdiction de circuler de nuit à proximité des clôtures. Mais c'est pas encore assez aux yeux des autorités qui ont envoyé récemment un drone à la recherche de points faibles le long de la frontière. Honnêtement, je doute qu'il y en ait. Et c'est confirmé par des gens bien placés pour le savoir, des gens qui ont réussi à fuir le pays et qui disent que le littoral est lui aussi miné. Cette mesure vise à empêcher les gens de fuir par la mer. Mais certains essaient quand même. Il faut plusieurs mois, parfois jusqu'à 6, pour préparer une évasion, afin de bien étudier les champs de mines à traverser. Oui, les gens font vraiment ça. Ils se promènent en faisant semblant de cueillir des herbes médicinales, tout en notant discrètement l'emplacement des mines. Encore une fois, tout ça est basé sur des témoignages et des articles. Libre à vous de juger si c'est vrai ou non. Qu'en est-il de la frontière sud? La zone démilitarisée est une bande de terre qui divise la péninsule coréenne en 2 parties presque égales. La partie nord, la Corée du Nord, et la partie sud, la Corée du Sud. Malgré son nom de zone démilitarisée, elle est très militarisée. Elle s'étend sur 250 km de long et 4 km de large. Cette zone a vu la mort de nombreuses personnes, tant militaires que civiles, des deux côtés. En fait, la frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud est considérée comme l'une des étendues de terre les plus surveillées au monde. Là aussi, on trouve des quantités de mines, de clôtures, de barbelés, de miradors, en gros, tout ce qu'il est possible d'imaginer pour rendre une zone incroyablement difficile à traverser. Et comme l'accès est interdit aux humains, plus de 6000 espèces d'animaux et de plantes vivent dans la zone démilitarisée. C'est une réserve naturelle créée par la guerre, mais c'est une histoire pour un autre jour.
il est plus important de comprendre l'origine de cette zone démilitarisée. Tout a commencé avec la guerre de Corée. Comme toute guerre, elle a été terrifiante. Selon les estimations, 2 à 3 millions de civils ont trouvé la mort. Puis, en 1953, un armistice a été signé. Notez que, d'un point de vue juridique, la paix n'a jamais été signée et les deux pays sont donc toujours en guerre. Le Nord et le Sud ont alors été séparés par une frontière presque infranchissable. Personne ne pouvait passer. Par la suite, les deux pays se sont développés de façon indépendante. Au cours des années qui ont suivi, la Corée du Sud s'est modernisée, devenant l'un des pays les plus riches et les plus avancés sur le plan technologique. La Corée du Nord, quant à elle, s'est retrouvée de plus en plus isolée. Le problème cependant, c'est que quitter la Corée du Nord illégalement est considéré comme un crime. Ceux qui s'y risquent sont considérés comme des traîtres, des transfuges, des déserteurs, etc. Les gens qui tentent de quitter le pays sans l'accord des autorités sont passibles d'une peine minimale de 5 ans de travaux forcés. Mais ils peuvent voyager légalement? En fait, pas vraiment. Les Nord-Coréens ne peuvent pas voyager librement. Sorties et entrées sont étroitement réglementées. La liste des gens autorisés à quitter le pays est très réduite. Il s'agit par exemple de diplomates, de certains étudiants d'élite, de travailleurs employés à l'étranger et d'athlètes. Et tous sont très étroitement surveillés par les autorités s'ils obtiennent l'autorisation de quitter le pays. Les gens ordinaires n'ont aucune chance de quitter le pays légalement. Il ne leur reste que la fuite. La stratégie la plus courante pour déserter consiste à franchir la frontière entre la Chine et la Corée du Nord. La frontière est large et sans doute plus facile à traverser. Du moins, c'était le cas à une époque. Si des gens parviennent à se rendre en Chine, ils poursuivent généralement leur voyage vers un autre pays, la Chine étant un allié de la Corée du Nord. Ils risquent fort d'être arrêtés et renvoyés chez eux. Ainsi, la plupart du temps, les transfuges tentent de se rendre en Corée du Sud. Mais c'est pas la porte à côté. D'abord, il faut franchir la frontière entre la Corée du Nord et la Chine, puis atteindre sa frontière méridionale, et enfin se rendre au Vietnam ou au Laos, puis en Thaïlande. De là, les transfuges sont souvent envoyés en Corée du Sud. Cet itinéraire est néanmoins considéré comme plus simple que de se rendre directement en Corée du Sud. Dans de très rares cas, des transfuges parviennent à traverser la zone démilitarisée, mais il s'agit plutôt d'exceptions qui confirment la règle. Il est impossible de franchir cette frontière. Mieux vaut passer par la Chine, même si le voyage est plein de dangers dont certains ignorent l'existence avant de devoir les affronter de plein fouet. La quasi-totalité de la frontière septentrionale de la Corée du Nord est constituée de rivières. À l'ouest se trouve le fleuve Yalu, et la partie est de la frontière avec la Chine, ainsi que la totalité de la frontière avec la Russie, coïncide avec le fleuve Tumen. Ainsi, pour quitter la Corée du Nord par la frontière nord, il faut traverser l'un de ces fleuves. En Russie, dans l'extrême-orient, vivent environ 10 000 Nord-Coréens, dont beaucoup ont fui les camps de travail, et tous ont traversé le fleuve Tumen. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce n'est pas facile. De nombreux transfuges se noient car ils ne sont tout simplement pas prêts à affronter les dangers de la vie sauvage. Beaucoup de ceux qui choisissent de déserter ont vécu toute leur vie en ville et ils ne sont pas bien préparés à de telles choses. De plus, traverser le fleuve ne suffit pas, il faut le faire vite pour éviter de se faire prendre par une patrouille armée. Mais les gens ignorent où l'eau est profonde et où elle ne l'est pas. À la saison des pluies, le niveau de l'eau monte, ce qui augmente le risque de ne pas atteindre l'autre rive. Même une personne bien préparée peut se noyer en raison de la force du courant. Pour vous donner une meilleure idée, en 1961, 245 cadavres ont été retrouvés dans les fleuves Yalu et Tumen en Corée du Nord. Tous ces gens se sont noyés en tentant de passer la frontière. Par ailleurs, il y a longtemps, le ministère chinois des Affaires étrangères s'est inquiété du grand nombre de personnes qui risquent leur vie en franchissant la frontière avec la Corée du Nord. Vous vous dites peut-être, pourquoi ces chiffres sont si anciens et approximatifs? La réponse est simple, la Corée du Nord ne partage pas ce type d'informations.
De plus, il est impossible de compter le nombre de transfuges retrouvés morts dans les fleuves depuis tout ce temps. Il y en a sans doute eu beaucoup d'autres. On dit qu'il est plus facile de traverser le fleuve Tumen que le fleuve Yalu, car le Tumen est peu profond et étroit, et à certains endroits, on peut le traverser à la nage et même à pied. Le fleuve Yalu est une autre affaire. Il est profond, large et rapide, mais ça n'arrête pas les transfuges, même s'ils ne savent pas nager. De plus, avant de traverser le fleuve, il faut se cacher dans la forêt pendant plusieurs jours en attendant le bon moment. Et l'eau du fleuve est froide, ce qui peut provoquer des crampes. Enfin, disons que quelqu'un ait réussi à traverser le fleuve Yalu et qu'il poursuive sa route. Rester en Chine peut s'avérer dangereux, c'est pourquoi beaucoup se rendent en Mongolie, mais en chemin, les fugitifs sont confrontés à un autre défi naturel. Pour atteindre la Mongolie, il faut traverser le désert de Gobi. L'avantage, si on survit, on peut facilement prendre l'avion pour la Corée du Sud. Mais pour ça, il faut survivre. Il y a presque 3200 km entre la frontière sino-coréenne et la capitale de la Mongolie. D'abord, il faut traverser les vastes plaines sablonneuses du désert de Gobi, toutes lumières éteintes, pour éviter les patrouilles. Il faut ensuite longer une clôture et prier pour ne pas tomber sur des gardes-frontières chinois, car si ça arrive, il n'y a nulle part où se cacher. Certains essaient littéralement de s'enterrer dans le sable. Si on échappe aux gardes-frontières chinois, il reste à couper la clôture et à courir pour ne pas se faire arrêter par les gardes mongols. Après, on est en sécurité. Évidemment, cette description est très approximative. Les gens qui ont effectué le voyage disent avoir souffert constamment de la chaleur, avoir manqué d'eau et évoquent un sérieux risque de mourir ainsi au beau milieu du désert. Car s'il y fait chaud pendant la journée, la nuit, c'est pas mieux. Comme dans tout désert, dans le Gobi, la nuit est synonyme de froid intense. En hiver, la température peut descendre jusqu'à moins 40 degrés Celsius. C'est certes exceptionnel, mais même survivre par moins 20 degrés en plein désert constitue un défi de taille. Et vous savez quoi? Toutes ces difficultés ne sont rien à côté du passage le plus dangereux. Le plus rapide, à l'exception du franchissement de la zone démilitarisée, est de fuir par la mer. Bien sûr, ça a un avantage évident, ça permet de se rendre directement en Corée du Sud sans passer par d'autres pays. Mais les transfuges doivent échapper aux patrouilles frontalières sur la côte et en mer, aux mines, sur le rivage, à la météo imprévisible et tout ça sur un misérable bateau de bois. Les conditions maritimes sont difficiles même pour des pêcheurs chevronnés. Des épaves de bateaux fantômes s'échouent régulièrement sur la côte occidentale du Japon avec à leur bord les corps de pêcheurs morts en pleine mer à court de nourriture et d'eau. On parle pourtant de personnes expérimentées qui naviguaient régulièrement. Imaginez ce que vivent les transfuges ordinaires sur un bateau qui peine à rester à flot. Les pêcheurs sud-coréens qui tombent sur des réfugiés mentionnent souvent que leurs bateaux ont l'air de véritables épaves flottantes. Paradoxalement, mieux vaut naviguer en pleine tempête. Oui, on risque de se noyer, mais les patrouilles aussi, et elles ne prennent pas la mer par mauvais temps. Ou du moins, elles le font moins souvent. Mais même après avoir évité les patrouilles et survécu aux tempêtes, le bateau risque de dériver loin de la route prévue. Un jour, des gens qui espéraient atteindre la Corée du Sud ont dérivé pendant 5 jours et ils ont fini par se retrouver sur les côtes japonaises. Bien sûr, c'est déjà pas mal, mais bon. Une question se pose, combien de gens sont morts en essayant de fuir la Corée du Nord ? En sachant que les transfuges qui tentent de traverser la mer de cette manière sont rarement des marins professionnels. Ils ne sont pas familiarisés avec la navigation, avec la conduite d'un bateau, et il est facile de faire une erreur en pleine mer. Cependant, seuls 2 décès ont été confirmés. Ça s'explique par le fait que peu de gens osent fuir, et que ceux qui meurent en mer sont rarement retrouvés. Ce qui m'a le plus surpris, c'est que des gens essaient, rarement mais quand même, de passer la frontière sans bateau, à la nage. Ainsi, en 2021, un homme portant une veste rembourrée sous une combinaison de plongée a nagé pendant 6 heures pour atteindre la Corée du Sud. Puis il a caché la combinaison et les palmes, il a rampé dans un fossé qui passait sous la clôture de barbelés le long de la plage et il a marché.
Les gardes-frontières sud-coréens ne l'ont pas repéré et il n'a été arrêté que 5 km plus loin. Mais bien sûr, il s'agit d'un cas unique et d'une personne qui avait reçu une formation spéciale. Les Nord-Coréens ordinaires ont besoin de se faire aider et cette aide n'est pas bon marché. En 2009, passer la frontière coûtait 3 millions de won coréens, soit 2500 €. L'argent va à des passeurs qui conseillent les gens sur ce qu'ils doivent faire et les guident même souvent. Depuis, l'évasion est devenue plus onéreuse et elle coûte aujourd'hui près de 8 400 €. Se rendre en Corée du Sud coûte environ 15 millions de won, 12 700 €, mais le passage de la frontière est la partie la plus onéreuse. Le reste est moins cher. Personne ne tient à apporter de l'aide sans rien en retour. Les salaires sont très bas en Corée du Nord et ils se situent généralement entre 5 000 et 10 000 won par mois, de 1 à 3 €. Vous pouvez faire le calcul, mais c'est vraiment pas nécessaire. Il est clair que la situation est compliquée. Précisons quand même que les Nord-Coréens n'utilisent pas cet argent pour leurs dépenses quotidiennes. En théorie, le gouvernement fournit à tout le monde des rations qui comprennent de la nourriture, du pétrole et même de l'alcool. Mais bon, ça change pas grand-chose. Quoi qu'il en soit, beaucoup essaient de fuir. En 2016, 1418 transfuges ont été admis en Corée du Sud. En 2017, le ministère sud-coréen pour l'unification a relevé 1127 transfuges. En 2018, il y en a eu 1137. En 2019, 1047 personnes sont arrivées en Corée du Sud, mais tout a changé après ça. Le coût de l'évasion a presque décuplé avec la pandémie, et en 2020, seuls 67 transfuges ont atteint la Corée du Sud. En 2021 et 2022, il y a eu respectivement 63 et 67 personnes. Comparez ça au nombre record de 2009, 2914 personnes. Alors que 1000 personnes franchissaient la frontière chinoise chaque année, 20 à peine l'ont fait au cours des 4 dernières années, et seuls 4 ont atteint la Corée du Sud. Tout ça à cause de la pandémie. Lorsqu'elle a commencé, le gouvernement nord-coréen a paniqué et il a isolé le pays encore davantage. Les évasions, autrefois assez fréquentes, ont pratiquement cessé car elles sont devenues presque impossibles. Seules les personnes riches et disposant de relations peuvent encore franchir les frontières. Différentes images satellites. Quand on observe la Corée du Nord depuis un satellite la nuit, le pays est presque invisible. Ça saute aux yeux quand on compare avec les pays voisins qui sont très éclairés, alors que la Corée du Nord s'enfonce dans l'obscurité. Pékin et Séoul brillent comme des phares, et c'est pas étonnant puisque plus de 60% de la population mondiale vit en Asie. Les gens continuent à travailler après le coucher du soleil, et pour ça, ils ont besoin d'électricité. La consommation d'électricité par habitant en Corée du Sud est de 10 262 kWh contre 739 en Corée du Nord. Pas étonnant que le pays soit si sombre. Journée des transfuges nord-coréens. Récemment, la Corée du Sud a instauré un nouveau jour férié et le 14 juillet est désormais la journée des transfuges nord-coréens qui ont réussi à s'échapper et qui ont trouvé un nouveau foyer en Corée du Sud. L'événement est célébré avec de la musique, de la nourriture et d'autres symboles communs aux cultures nord- et sud-coréennes. Au fait, la Corée du Sud accueille plus de 34 000 transfuges nord-coréens et cette fête reflète la politique du Sud en faveur de la réunification de la Corée. Le premier festival organisé en cet honneur a eu lieu récemment à Séoul le 14 juillet 2024 et il avait l'air, assez modeste, mais c'est toujours le cas avec les nouveaux jours de fête. Les gens sont de nouveau prêts. En janvier 2024, les autorités sud-coréennes ont annoncé que le nombre de transfuges nord-coréens entrés en Corée du Sud avait presque triplé en 2023 par rapport aux 2 années précédentes. Un grand nombre de jeunes et de membres de l'élite nord-coréenne fuient à nouveau. En 2023, 196 transfuges ont été admis. Rappelons qu'en 2022, il n'était que 67. Ce chiffre demeure bien moindre qu'avant la pandémie, mais il signifie tout de même que davantage de gens ont pu quitter leur pays isolé. Enfin, pas vraiment. La plupart d'entre eux avaient en fait quitté la Corée du Nord il y a de nombreuses années,
et ils vivaient dans d'autres pays avant de finir par se rendre à Séoul. Et bien voilà, vous me devez un like. À plus.